Chers amis, je déclare ouverte notre Assemblée générale 2019. Je souhaite la bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui sont présents aujourd'hui en petit nombre, comme l'impose la situation sanitaire de notre pays, ici rue Titon, au foyer des étudiants protestants de Paris. Je salue aussi ceux qui peuvent suivre notre Assemblée générale grâce à sa captation sur YouTube. Je voudrais, au seuil de notre Assemblée générale, vous donner lecture du message que nous adresse le pasteur François Claveroli, président de la Fédération protestante de France, que nous avions invité à nous rejoindre pour une réflexion introductive. Nous avons été amenés à lui demander de nous rejoindre à une autre occasion, mais il m'a demandé de vous lire le message qu'il avait réfléchi pour nous. Je donne donc lecture du message de François Claveroli. Chers amis, voici quelques mots d'un témoignage fait dans votre maison du Caspe. Pour une femme, c'est dur. J'avais peur. Je dormais dans l'accueil de l'hôpital, dans le métro. Je suis parti de chez moi pour demander qu'on m'aide. Tous les jours, j'ai appelé le 115 et je suis là. Au début, je ne voulais pas manger. Je restais dans ma chambre à pleurer et je ne voulais parler à personne. Et la responsable et l'éducatrice m'ont beaucoup aidé. Maintenant, j'ai repris confiance et je vais parler dans un groupe avec d'autres femmes comme moi. J'ai aussi des activités. Ce sont les propos de Madame H. Ce témoignage, si clair, si humble, cueilli au cours de la lecture du rapport d'activité 2019 du CASP, a accroché mon regard quelques instants. Je veux donc le relire avec vous, chers amis réunis en Assemblée générale, le temps compté d'une brève méditation. Oui, il est bon de méditer comme l'on dit, puisque ce mot de méditation renvoie dans son étymologie même au soin, au prendre soin, à l'attention bienveillante portée en toutes choses. Méditer la parole, en prendre soin, est un acte auquel vous êtes habitués, sans doute, tout autant qu'à celui de porter attention aux personnes vulnérables et de toutes conditions qui vous sont confiées. En ce jour d'assemblée, j'aimerais donc vous transmettre le message suivant. C'est qu'il existe un lien secret, mais irréfragable, qui tient ensemble l'attention prêtée au texte biblique et l'attention prêtée aux êtres humains. Méditer, lire, c'est en effet relier des mots et des phrases, exactement comme vivre, c'est assurément se trouver relié, et enfin parler à d'autres humains, comme l'écrit Madame H dans son témoignage, lorsqu'elle annonce ceci, j'ai repris confiance et je vais parler dans un groupe avec d'autres femmes comme moi. Relier des mots entre eux, des mots qui font sens, comme le fait la Bible au long de ses récits, et relier des êtres humains entre eux, afin de rendre humain ce qui en eux risquait de se défaire, telle est la vocation de toute méditation. Tresser les mots de la vie pour lutter contre la détresse, voilà l'enjeu de la méditation. Écouter, parler, penser, et ensuite partager avec d'autres vivants le sens de l'existence. Ce petit mot de Madame H tresse des mots, et soudain, par l'effet de la lecture de ces quelques mots, son existence apparaît, nous apparaît. Nous en voyons presque le visage, nous en entendons la voix qui rencontre la nôtre. La méditation qui sert à introduire une assemblée rend attentive par conséquent en même temps au texte et à autrui. La méditation d'introduction ne se résume donc pas à une vague pensée, vaguement rattachée à la Bible, comme une sorte de coquetterie intellectuelle ou spirituelle presque obligatoire et un peu ennuyeuse qui commencerait notre réunion. Elle est au contraire un prélude puissant, une mise en forme de nos esprits et de nos corps pour nous tenir debout en nous-mêmes dès le début, dès cette seconde, attentionnés, préparés, prêts à prendre soin de tout ce qui va nous être confié lors de cette assemblée. Et ce qui nous sera confié dans cette assemblée du CASP, ce sont les mots et les phrases des rapports et des textes qu'il faut étudier ensemble, les mots et les phrases échangés oralement ou lus ensemble, mais aussi la vie des hommes et des femmes que vous êtes, ceux qui agissent, qui travaillent au CASP,
les salariés et les bénévoles, et toutes celles et ceux qui y sont accueillis, toutes celles et ceux qui, dans la cité, savent très bien quelle est la hauteur et la largeur, la profondeur de vos engagements, en vue de l'accès aux droits, au logement, à la vie sociale, dans le lien avec les églises, les administrations et les autorités. Méditer, ce n'est donc pas rêvasser, ou même rêver. C'est d'une certaine manière faire attention à ce qu'on lit, parce que ce qu'on lit parle des hommes et des femmes et de chacune de nos vies. Alors, voici les mots de la Bible qui vont parler de vous. Ces mots sont en effet pour vous. Voici la lecture qui va rencontrer vos existences et vos travaux. Ils sont tirés d'un texte vieux de 2500 ans, celui du prophète Jérémie, que nous avons choisi pour l'année qui vient, adressé à tous les membres de la Fédération protestante de France. Vous le recevez en primeur ce jour. Ils nous disent simplement que vos actions et vos engagements ne sont pas vains, ni absurdes, mais assurément portés par une confiance, celle que Dieu place en chacune et chacun de nous rappelant combien Dieu croit en nous plus que nous saurions croire en lui. Voici les mots du prophète Jérémie, chapitre 29, verset 11. « C'est moi le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous, et je vous l'affirme. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. » Chers amis, que vos travaux portent les fruits que vous escomptez. Soyez bénis, bonne assemblée. Car maintenant que vous êtes mis notre témoin, j'ai repris confiance, je vais parler. Amen. Voici donc le magnifique message que nous adresse François Claveroli au seuil de notre assemblée. Assemblée qui se tient évidemment dans des conditions particulièrement singulières. Notre précédente assemblée générale remonte au 15 juin 2019. C'est il y a seulement 15 mois, mais c'était un autre monde, un autre contexte. Nous sommes aujourd'hui dans une formation restreinte, une partie d'entre nous seulement présents ici, d'autres plus loin à distance. Mais ce qui marque notre Assemblée générale, ce n'est pas simplement son décalage temporel, 15 mois au lieu d'un an. Ce n'est pas simplement son format inhabituel. Ce qui marque notre Assemblée générale, c'est évidemment un contexte social qui a changé du tout au tout. Lorsque nous nous étions revus en juin 2019, je vous avais dit notre inquiétude, qui était de voir que dans un contexte où la croissance semblait repartir, où le chômage était entaillé mois après mois, nous avions le sentiment que la pauvreté, elle, n'était pas érodée, que son socle se maintenait et que les dispositifs qui progressivement avaient été construits pour précisément lutter contre la précarité et la pauvreté étaient progressivement en cours de démantèlement. Le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui est évidemment totalement différent. La croissance économique n'est évidemment plus là. Nous connaissons la plus sévère dépression depuis les années d'après-guerre. Nous voyons que les conséquences sociales de la crise économique, née elle-même de la crise sanitaire, commencent à se faire sentir. Nous les avons déjà ressenties très concrètement et très durement lors de cette période de confinement que nous avons ensemble vécue. Mais nous savons que les difficultés que nous avons rencontrées ne sont rien à côté de celles qui nous attendent. C'est donc un contexte totalement changé, totalement modifié, brutalement transformé, auquel nous sommes aujourd'hui confrontés. Le rôle d'une assemblée générale est plus, dans son rapport moral, d'évoquer le passé que d'évoquer le présent et de prévoir bien évidemment l'avenir. Mais je souhaitais mettre ce constat sinistre au seuil de notre Assemblée générale d'aujourd'hui pour que ce que je vais vous dire de 2019
se resitue dans ce contexte qu'aujourd'hui nous connaissons, que par définition nous ne connaissions pas pendant l'année 2019. Quelle a été l'action, la mobilisation, l'expression du CASP pendant l'année 2019? Je n'en ferai pas un récit minutieux, mois par mois. Je voudrais simplement en donner quelques éclairages qui, dans cette sorte de travelling arrière, me semblent bien marquer ce qu'a été notre vocation propre dans ce contexte. Premier élément que je voudrais évoquer, c'est le fait qu'en 2019, notre activité a malheureusement continué à croître. Malheureusement continué à croître puisque nous avons suivi en 2019 plus de 100 000 personnes, logé près de 2600 personnes tous les soirs. Notre activité s'est traduite par l'ouverture de nouvelles places, de nouveaux centres, de nouvelles actions, de nouvelles activités. Je le dis malheureusement parce que vous savez que je ne sais pas s'il faut espérer une décroissance économique, une forme de sobriété heureuse. Ce qui est sûr, c'est que nous espérons de tout notre être ne plus avoir besoin de grandir. Le jour où nous aurons arrêté de grandir, cela voudra dire que notre société va mieux, que chacune et chacun de ceux qui la composent vont mieux. Ce que nous constatons, ce que nous avons constaté en 2019, une nouvelle fois, c'est que notre attente a été cruellement déçue. Nous avons continué à grandir. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est le fait que non seulement notre activité a grandi, mais nous avons eu à connaître très concrètement des conséquences parfois dramatiques de l'insuffisance des dispositifs de soutien et d'aide à ceux qui, dans notre société, sont les plus précarisés, les plus en difficulté. Je pense en particulier aux femmes seules, aux femmes avec enfants, aux familles. Nous avons, à l'automne 2019, été confrontés à une situation de crise humanitaire absolument sans précédent, avec de l'ordre de 500 familles à la rue au mois de novembre 2019, avec des situations absolument dramatiques. Une jeune femme enceinte que nous suivions a perdu un des deux jumeaux dont elle était enceinte parce qu'elle était à la rue, que la naissance s'est déclenchée dans des conditions qui étaient dramatiques pour elle. Elle a perdu un de ses deux bébés après pratiquement 3 mois passés à la rue. Une autre jeune femme enceinte, vous le savez, a accouché dans l'espace d'accueil de la CAFDA. Elle a été accouchée par 2 des équipes de la CAFDA. Heureusement, cette naissance s'est bien passée, mais elle aurait pu être dramatique. Alors, dans ces conditions, nous nous sommes exprimés. Vous savez que notre projet associatif, Ensemble, un nouvel élan pour combattre l'inacceptable, nous a demandé de prendre la parole, de protester, chaque fois que nous considérions que précisément l'inacceptable, nous l'avions sous les yeux. Là, nous avons considéré que toute limite était atteinte, que nous ne pouvions ni nous taire, ni cesser d'agir. Nous nous sommes exprimés extrêmement fortement dans les médias, à la fois dans la presse écrite, dans la presse audiovisuelle. Nous avons mobilisé autour de nous tout notre réseau associatif. J'ai été amené, vous le savez, au nom du CASP, à co-signer avec Louis Gallois, le président de la Fédération des acteurs de solidarité, une tribune pour dire que nous ne pouvions accepter le retour à des temps médiévaux. Et nous avons aussi pris notre bâton de pèlerin
pour aller témoigner et attester de ces réalités dramatiques devant les autorités publiques. Nous avons rencontré le ministre du Logement, les directeurs d'administration centrale, le préfet de la région Île-de-France, pour littéralement sonner le tocsin et rappeler la puissance publique à sa responsabilité. Dans une année qui était une année où, plus que d'autres encore, cette responsabilité devait leur être rappelée, puisque c'était l'année du 20e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Nous avons agi aussi en nous mobilisant pour trouver au mieux des solutions de logement pour ces familles, au-delà de notre expression et de notre démarche publique. Cet éclairage nous a aussi amené à nous mobiliser pour réaffirmer combien cette dimension de l'action du CASP vis-à-vis des familles avec enfants, des familles monoparentales, était pour nous un marqueur de notre activité. Vous le savez, il y a une formule qui est importante pour nous, c'est quel est notre accent. Finalement, dans le paysage social, il y a beaucoup d'associations qui se battent comme nous au quotidien. Quelle est notre spécificité? Quel est notre accent propre? Une de nos spécificités, c'est vraiment cette dimension pour nous extrêmement forte de l'accompagnement des familles et des femmes seules ou avec enfants. Et c'est aussi cette capacité à aller tirer le tocsin. Un autre éclairage que je voudrais apporter sur cette année 2019, sur notre capacité d'expression et notre capacité de mobilisation, c'est la projection que nous avons organisée en décembre 2019 du film Les Invisibles à l'auditorium de la ville de Paris, à l'hôtel de ville, que la mairie de Paris avait accepté de mettre à notre disposition. Le film Les Invisibles, vous savez, a eu un grand succès. Le réalisateur de ce film s'est immergé en particulier dans la réalité de la maison dans la rue. Notre chef de service, Emmanuel Fèvre, qui nous a quittés pour son départ en retraite il y a peu, a inspiré un des personnages principaux de ce film, qui d'ailleurs dans le film est appelé Manu, comme on désignait Emmanuel Fèvre. Nous avons donc réussi à remplir l'auditorium de la ville de Paris pour à la fois une projection du film et une table ronde avec le réalisateur du film, une des actrices principales de ce film et la romancière, l'écrivaine, dont le livre a inspiré le scénario de ce film. Ça a été un débat aussi qui a suivi, animé par Nathalie Lénart, qui était à l'époque directrice de Réforme, particulièrement intéressant, particulièrement riche, particulièrement stimulant. Nous avions demandé aux participants d'apporter chacun une pièce de lingerie pour des femmes ou d'ailleurs pour des hommes. Nous avons pu collecter plus de 150 pièces de lingerie pour les apporter à qui en avait besoin. Je voudrais enfin dire que sur cette année 2019, au-delà de cette attention aux situations sociales, aux personnes que nous accueillons et qui nous font confiance, nous avons été amenés aussi à travailler beaucoup sur l'organisation du CASP. D'abord parce qu'à partir de 2019, nous avons mis pleinement en place la nouvelle organisation
qui avait été décidé quelques mois auparavant. Aussi parce que nous avons été amenés à travailler sur la perspective d'un changement de directeur général. À l'automne, à la rentrée 2019, notre directeur général, Gilles Petitgat, nous a indiqué qu'il ferait valoir, comme on dit, ses droits à la retraite au 30 juin 2020. Il nous a prévenu avec un temps de latence qui nous a permis de nous organiser. Et nous avons donc organisé un processus de recrutement qui se traduit par la présence à mes côtés d'Aurélie Elassac-Marzorati, notre nouvelle directrice générale, à laquelle je donne tout de suite la parole pour qu'elle se présente à chacun de vive voix. Merci Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis tout simplement émue et ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour cette première Assemblée Générale en ce qui me concerne. Peut-être pourrais-je vous donner quelques indications sur mon parcours professionnel. J'ai œuvré pendant beaucoup d'années, pendant 10 ans, dans une entreprise que vous connaissez sûrement qui s'appelle Adoma, qui précédemment s'appelait Sonacotra. Et puis à l'issue de cette expérience de 10 ans qui était extrêmement riche et qui m'a permis à la fois d'aller sur le terrain, mais aussi de pouvoir être sur des dossiers plus transversaux au siège, notamment des dossiers autour du développement social, eh bien j'ai rejoint Coalia qui précédemment s'appelait AFTAM et que vous connaissez sûrement du fait notamment de son fondateur Stéphane Hessel, qui à mon sens est un très grand homme. Et à l'issue de cette expérience au sein de Coalia de 2 ans, eh bien j'ai rejoint une association engagée que vous connaissez également très bien, qui s'appelle Emmaüs Solidarité. Emmaüs Solidarité qui finalement intervient de façon très proche de celle du CASP. Emmaüs Solidarité qui s'occupe des plus démunis, qui s'occupe des plus exclus et qui gère des accueils de jour, des centres d'hébergement d'urgence, des pensions de famille. Après cette expérience de 6 ans au sein d'Emmaüs Solidarité, j'ai découvert cette annonce de directeur général du CASP et je me suis autorisée de postuler. Après un recrutement long et exigeant, j'ai eu la chance, et je dis bien la chance, d'être retenue pour être directrice générale du CASP. Et je suis tout simplement ravie d'être là parce que le projet associatif du CASP s'inscrit complètement dans la continuité de mon projet personnel, mais surtout porte des valeurs qui sont les miennes. J'ai envie de travailler aux côtés de l'ensemble des acteurs de cette association, les administrateurs, bien sûr, les bénévoles, les personnes accueillies et hébergées en premier lieu, parce que je pense qu'avant tout, il faut penser aux personnes accueillies et aux personnes hébergées. Je crois que votre introduction, Monsieur le Président, en témoigne. Et puis, évidemment, avec tous ces salariés qui composent cette association et qui, depuis des années maintenant, œuvrent au quotidien pour les plus démunis. Alors voilà, je suis encore une fois très émue d'être là aujourd'hui. Je pense qu'ensemble, nous allons pouvoir continuer, malheureusement, à combattre cet inacceptable, parce que, comme vous, Monsieur le Président, je pense que notre objectif, c'est effectivement de faire disparaître cette association. Merci Aurélie de cette présentation. Je voudrais, à ce moment de mon rapport moral, exprimer toute notre vive et chaleureuse reconnaissance à Gilles Petitgat pour son mandat de directeur général pendant 5 ans. Gilles Petitgat est parti en retraite, non pas en inactivité. Il porte un projet personnel maintenant en Bretagne, projet personnel et familial en Bretagne. Je voudrais rappeler que Gilles a succédé à Henri Belin, dont vous vous souvenez qu'il a connu, lors d'un trajet pour le CASP, un accident de moto qui a amené à fracturer sa cheville. Et malgré une chirurgie de guerre qui a tenté de rétablir ce qui avait été fracturé de 1000 façons, il nous avait indiqué qu'il ne pourrait pas reprendre sa fonction. Gilles Petitgat a accepté dans un premier temps d'assurer l'intérim. Il a accepté ensuite la fonction de directeur général avec beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité, avec beaucoup d'hésitation aussi
en se demandant s'il serait à la hauteur de cette fonction. Il a rempli ses fonctions de directeur général avec des qualités d'humanité, de simplicité, d'esprit collaboratif et coopératif qui lui ont permis d'obtenir de tous le meilleur. Et pendant ces années de direction générale, le CASP non seulement s'est consolidé, mais a continué à aller de l'avant. Au nom de tous, je lui exprime notre chaleureuse gratitude. Mais cette gratitude ne va pas simplement au directeur général du CASP, elle va bien évidemment, et je souhaite l'exprimer devant vous, à l'ensemble des acteurs qui ont fait et font le CASP. Bien sûr, les membres du conseil de direction du CASP, les cadres qui portent à la fois les branches et les directions fonctionnelles du CASP, les directrices et les directeurs de pôle, les chefs de service, l'ensemble des équipiers du CASP, les bénévoles, et aussi, parce qu'ils sont partie constituante du CASP, ceux que nous accueillons. C'est à elles et à eux que je voudrais aussi exprimer notre gratitude en disant que nous sommes chaque fois heureux de ceux qui choisissent de nous rejoindre, attristés quand, pour des raisons qui leur appartiennent, certaines et certains d'entre eux sont amenés à nous quitter, soit pour de nouvelles perspectives professionnelles, soit parce qu'ils nourrissent d'autres projets personnels, soit parce que le moment est venu pour eux de faire valoir leur droit à retraite. Je voudrais, un peu à titre symbolique, évoquer une des figures et une des personnalités du CASP qui nous a quittés en 2019. Il s'agit de Catherine Fassi. Catherine Fassi, elle faisait partie des historiques du CASP. Elle est partie en retraite en juillet 2019. Nous avons organisé une manifestation amicale pour lui dire au revoir, et non certainement pas adieu, à l'oratoire du Louvre au moment de son départ. Elle a incarné l'esprit du CASP, c'est-à-dire quelqu'un qui ne baisse jamais les bras, quelqu'un qui a le sens de la relation avec autrui, quelqu'un aussi qui a véritablement une expertise qui n'est pas simplement, j'allais dire, une expertise de diplôme, qui est toute une expérience et toute une richesse de terrain. En évoquant la personnalité de Catherine Fassi, je pense à beaucoup des équipières et des équipiers du CASP en ce moment. Je voudrais enfin dire que l'année 2019, telle qu'elle s'est déroulée, a été une année qui a été aussi portée par le conseil d'administration et le bureau du CASP. Conseil d'administration que vous aviez renouvelé lors de l'Assemblée générale élective de juin 2019, bureau qui a été renouvelé par le conseil d'administration. Et je voudrais là aussi remercier celles et ceux qui ont accepté de rejoindre et le conseil d'administration et le bureau, car ils n'ont pas chômé ni en 2019, ni surtout en 2020. Je voudrais conclure ce rapport moral en disant un mot, simplement un mot, évidemment de 2020. 2020 où il y a eu le meilleur comme le pire. Le meilleur, ça a été, dans le contexte que vous connaissez, l'exceptionnelle mobilisation de toutes les équipes du CASP pour faire face à une situation complètement inédite. Et j'allais dire faire face à main nue, parce que, comme beaucoup, nous avions une pincée de masques, une giclée de gel hydroalcoolique, et puis c'était tout. Et quand
au 15 mars 2019, le confinement est arrivé, quand nous avons vu monter la vague, eh bien, il a fallu se battre littéralement à main nue, avant que nos appels au secours ne reçoivent réponse, d'abord de nos amis, de ceux qui aident le CASP et qui aiment le CASP, et ensuite des pouvoirs publics. C'est ainsi que, et je voudrais les remercier, nous avons reçu de la société Hermès Parfum, qui avait transformé ses ateliers de parfum en Normandie en ateliers de production de gel hydroalcoolique, les flacons de gel qui nous ont permis d'attendre qu'ils soient disponibles sur le marché. Nous avons reçu aussi des masques d'une entreprise dans laquelle travaille une des administratrices du CASP, dont le président directeur général avait pu mobiliser son réseau chinois pour obtenir des livraisons de masques et qui a décidé de nous en affecter une partie. Nous avons également reçu des masques de l'assistance publique parce que Gilles Petitgain a pu faire valoir à l'assistance publique que nos centres étaient des centres qui étaient des sortes d'EHPAD invisibles, parce que nous accueillons des personnes âgées, des personnes fragiles. Et l'assistance publique, sans qu'il soit besoin de monter jusqu'à Martin Hirsch, par le biais simplement d'une responsable de gestion des stocks, a accepté de nous envoyer des masques qui nous ont permis d'attendre et de faire le relais avec les masques que nous ont donnés ensuite les pouvoirs publics, et puis ensuite le fait que nous avons pu les acquérir. Se battre à main nue, ne pas baisser les bras, être vigilant, maintenir nos actions autant que nous pouvions le faire dans toute cette période. Ça a été vraiment un élan collectif, un élan qui a mobilisé toutes les équipes en présence, en télétravail, à tous les moments. Je voudrais les en remercier. Nous aurons à tirer le bilan de toute cette période. Nous avons commencé à le faire pour nous améliorer encore, pour agir différemment chaque fois que nous le pourrons. Mais ce qui vient de se passer pendant ces 6 derniers mois montre à la fois la solidité du CASP en termes de structure, mais montre surtout l'engagement des équipes. Et c'est une nouvelle fois une reconnaissance que je voudrais leur témoigner. Nous avons tenu bon grâce à elle. Merci à elle. Je vous remercie. Tu lances la résolution? S'il n'y a pas de questions. Vous avez juste dit dans votre dernière intervention, il y a le meilleur, il y a le pire. Quel est le pire? Le pire, c'est que nous avons vu ressurgir des situations que nous croyions révolues. Et ces situations, il y a eu deux phénomènes en réalité. Un positif, c'est que les pouvoirs publics se sont mobilisés. Et notamment le fait que beaucoup d'hôtels aient été obligés de fermer à Paris, ont fait en sorte que ces situations familiales, ces familles à la rue, si nombreuses à l'automne et à l'hiver 2019, ont pu, à partir du mois de mars, trouver un toit. Il n'y a plus, pendant cette période-là, de familles à la rue dans la dimension que nous connaissions. Et ça, c'est quelque chose qui était complètement inespéré. Les dons qui sont les vôtres, qui nous permettent d'agir avec souplesse et avec rapidité, le conseil d'administration avait décidé de les consacrer à des hébergements hôteliers pris en charge sur donc les dons des amis du CASP. Nous n'avons pas eu besoin de mobiliser ces sommes pour cela. Mais en revanche, le pire, ça a été le fait que nous avons vu la faim réapparaître. La faim
la faim réapparaître. C'est-à-dire des familles, des enfants, des personnes seules qui avaient faim, tout simplement. Parce qu'elles n'avaient pas de quoi se nourrir, parce qu'elles n'avaient pas les ressources nécessaires pour acheter de quoi se nourrir, parce que tout ce qu'on appelle les petits boulots, le travail interstitiel, qui permet à beaucoup, non pas de vivre, mais de survivre, bien, tout cela brusquement n'existait plus. Et il n'y avait aucun filet de sécurité. Et donc ces sommes, vos dons que nous avions décidé de consacrer à des nuits d'hôtel, nous les avons consacrés à la distribution de tickets alimentaires. Et pas simplement la distribution de tickets alimentaires. L'équipe, par exemple, de la Maison dans la rue a organisé des distributions de repas, place de la Bastille, pour apporter avec d'autres, parce que beaucoup ont réagi comme nous, pour apporter avec d'autres à ces personnes de quoi se nourrir elles-mêmes et de quoi nourrir leur famille. Et puis le meilleur et le pire des choses, dans le meilleur, moi ce que je retiens, ça a été l'élan de solidarité. L'élan de solidarité à l'intérieur des équipes du CASP, où il y a eu de l'entraide. Il y a eu des personnes qui étaient en télétravail, qui ont dit « j'abandonne mon télétravail pour venir aider un collègue dans un centre qui est resté ouvert ». Ça a été cette solidarité dont je parlais de la part d'entreprises, et j'aurais pu citer d'autres exemples. Et au fond, ce que je retiens au-delà de toutes les difficultés, c'est que dans la lutte contre les difficultés sociales à ce point aggravées dans cette période, nous avons été en première ligne, mais nous n'avons pas été seuls. Il y a dans notre société des ressorts de générosité, des ressorts de solidarité extrêmement profonds. Ça, c'est quelque chose qui est plein d'espérance. Et nous sommes, vous le savez, nous, des acteurs des espérances. S'il n'y a pas d'autres questions, Jean-Noël, nous avons une délibération à ce point de l'ordre du jour. S'il n'y a pas d'autres questions, il vous est donc demandé de vous prononcer par un vote clair sur le rapport moral de notre président tel qu'il vient d'être dit. Cette résolution est présente à l'écran, je vous la lis néanmoins. L'Assemblée générale approuve le rapport moral du président de l'association tel qu'il vient de lui être présenté. Donc, selon la tradition, nous allons commencer par demander s'il y a des votes contre, des abstentions ou des votes pour. Sauf erreur de ma part, il s'agit donc d'une résolution qui est approuvée à l'unanimité des présents et représentés. Merci aux membres de l'Assemblée générale de leur confiance. Le point 2 de l'ordre du jour appelle le rapport financier, rapport de gestion financier, qui sera présenté donc par Jean-Noël Rachet, notre trésorier, et notre nouvelle directrice générale, qui assure donc la continuité de Gilles Petitgat. Je leur laisse la parole. Alors, ce rapport financier pour lequel je salue la présence à la droite de notre président, de M. Zari, notre commissaire aux comptes, qui va devoir devant vous s'exprimer sur la pertinence, l'exactitude de ces comptes, comme à l'habitude, en vous présentant son rapport de commissaire aux comptes. Ce rapport financier va se composer de trois parties. Une partie, la troisième étant un petit peu inhabituelle par rapport aux années précédentes, mais je pense que vous en comprendrez vite l'intérêt. Se situe d'ailleurs dans le droit fil de ce que Antoine Durleman vient de nous dire. Donc une première partie consacrée aux faits marquants de l'exercice 2019, une seconde dans laquelle je crois que le micro ne fonctionne plus. Si, vous m'entendez?
On a un petit problème technique, semble-t-il. On va changer de micro, peut-être. Ah non, voilà, il revient. Donc, une première partie consacrée aux faits marquants de l'exercice. Une deuxième partie dans laquelle je vais vous présenter aussi rapidement que possible les comptes et les éléments financiers. Et enfin, une troisième partie qui sera consacrée aux faits significatifs intervenus depuis la fin de l'exercice. Ces faits significatifs, vous devinez desquels il s'agit. Je passe tout de suite la parole à notre directrice générale pour qu'elle vous présente les faits marquants de l'exercice 2019. Merci beaucoup Jean-Noël. Déjà, je tiens à le préciser, je parlerai avec beaucoup de modestie parce que ce n'était pas moi qui étais présente en 2019. Je pense que c'est important de le dire. C'est le rapport d'activité 2019 de Gilles Petitgat, mais c'est aussi le rapport d'activité de l'ensemble des salariés et des membres du comité de direction qui travaillaient à ses côtés et qui me permettent aujourd'hui de vous présenter ces faits marquants, puisque pour me permettre de discuter avec vous aujourd'hui et de vous présenter ce rapport d'activité, en tout cas ces faits marquants de l'exercice 2019, eh bien j'ai pu m'enrichir des propos de Gilles Petitgat, avec qui j'ai passé une passation de consigne d'1 mois, et j'ai pu évidemment depuis 3 mois m'enrichir de l'ensemble des membres du comité de direction et des salariés. C'est important que je vous le dise. Cette année 2019, finalement, est une année de continuité, une année que j'ai envie de qualifier qui a permis aux actions de se conforter, aux actions d'être reconnues. L'année 2019 fait suite à celle de 2018, qui était une année de réorganisation. En 2018, l'association a été réorganisée en 3 branches. En 2019, les effets positifs de cette réorganisation ont commencé vraiment à être démontrés. On commençait à voir les effets de cette réorganisation de 2018. Donc, l'année 2019 a vraiment affirmé clairement que ce choix organisationnel était un bon choix. Et 2020 l'atteste encore. L'année 2019, c'est aussi une année qui nous a permis de nous renforcer financièrement. Et le renforcement financier est aujourd'hui, je pense, durable. En 2019, des efforts ont été très nettement marqués dans cette partie financière. Et je salue Olivier Roguet, présent aujourd'hui, qui a énormément contribué à ce renforcement financier et durable en étant à la tête de ce renforcement. Une équipe de la direction administrative et financière qui a aussi été enrichie, qui a été pensée différemment, qui s'est dotée de nouvelles compétences. Et en 2019, cette direction financière a pris une nouvelle forme très solide qui nous permet aujourd'hui de travailler sereinement sur le plan financier et comptable. Une direction des ressources humaines qui a aussi changé, qui s'est renforcée, qui s'est enrichie en 2019. Et donc on est vraiment dans cette idée de continuité, mais cette idée aussi de consolidation. Les branches, je vous l'ai dit, ont vraiment montré leur intérêt. Vous savez qu'au CASP, il y a 3 branches. C'est important de le rappeler. La branche hébergement et logement, la branche accès au droit et la branche accès à la vie sociale. Et cette entrée thématique, cette entrée métier permet à l'association d'être très forte sur ces sujets, de bien réfléchir, d'agir le plus efficacement possible pour les personnes dont on s'occupe. Notre association n'a pas grandi, si je peux utiliser ce terme, n'a pas grandi de façon massive en 2019. Elle s'est enrichie de 2 UDA, un UDA dans le 75, un UDA dans le 92, 2 UDA qui ont continué à donner du sens à cette activité asile, qui est une activité extrêmement importante. Pardon, l'UDA, je le redis, c'est hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. Et donc ces UDA l'augmentation des UDA était de 280 places. C'est une augmentation utile pour renforcer cette activité. Aujourd'hui, nous sommes à 701 places dans le secteur de l'asile. Et puis nous avons connu une fermeture, la fermeture du centre d'hébergement d'urgence de Pantin le 1er juillet 2019. En 2019, donc, nous avons accompagné 102 000 personnes. Ce sont 102 000 personnes qui ont bénéficié d'un accompagnement de la part de nos salariés, mais aussi des bénévoles, salariés qui étaient au nombre en 2019 de 529. C'est un nombre important, des salariés avec des compétences très diverses, des compétences à la fois en termes sociaux, mais aussi
autour de l'emploi, autour de la santé. Nous avons quelques médecins, nous avons des psychologues, nous avons des conseillers en insertion professionnelle, nous avons des travailleurs sociaux et nous avons des personnels qui s'occupent de l'accueil, du lien social, qui sont au quotidien auprès des personnes hébergées et accueillies. 529 salariés, je vous le disais, et 213 bénévoles qui œuvrent au quotidien auprès de ces 102 000 personnes accompagnées, qui ont œuvré au quotidien auprès de ces 102 000 personnes accompagnées en 2019. Un chiffre, le nombre de personnes hébergées, je crois que c'est quand même important que vous l'entendiez. 2587 personnes ont été hébergées ou logées dans la grande diversité de l'offre du CASP. Au CASP, nous avons des centres d'hébergement d'urgence, centres d'hébergement de stabilisation, centres d'hébergement de réinsertion sociale, hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Et puis, nous avons du logement, nous avons des pensions de famille et quelques places en résidence sociale. Et puis, nous procédons aussi à de l'accompagnement dans le logement et vers le logement. Je pense notamment grâce au dispositif de l'accompagnement vers et dans le logement. Alors, je ne sais pas si ce chiffre va vous parler, mais il apparaît sur le PowerPoint, 850 719 nuitées. Aujourd'hui, le CASP peut se prévaloir de ce chiffre. En 2019, le CASP a permis aux personnes d'avoir un toit. Voilà pour ce bilan 2019, mais ce bilan a été aussi marqué, j'ai envie de dire, par des événements, la participation à la Nuit de la Solidarité, qui est maintenant un rendez-vous parisien, j'ai envie de dire un peu incontournable, malheureusement, un rendez-vous qui nous permet d'avoir des éléments pour notre plaidoyer, puisque pendant ce rendez-vous, pendant cette Nuit de la Solidarité qui est organisée par la mairie de Paris, eh bien, nous avons un comptage à un moment précis du nombre de personnes qui vivent dans les rues. Ça permet aux associations de pouvoir adapter et parfois aussi de pouvoir dire clairement au pouvoir public quels sont les besoins. Cette Nuit de la Solidarité, c'est un événement marquant pour 2019, mais il n'est pas le seul. Je pense à la Journée mondiale des réfugiés à laquelle nous avons participé, qui est une journée extrêmement importante aussi pour marquer notre engagement pour ceux qui viennent d'ailleurs voilà, cet engagement autour des personnes qui viennent d'ailleurs. Et puis un événement plus festif que vous avez dû lire dans le rapport d'activité si vous avez déjà eu le temps de le feuilleter, qui est la Parisienne. La Parisienne qui est une course organisée pour et par des femmes, même si les hommes peuvent courir aussi, mais c'est surtout un moment ça a été un moment pour le CASP de courir ensemble, de réunir ces fameux acteurs qui constituent le projet associatif, les hébergés, les accueillis, les salariés et les bénévoles. Et je peux vous dire que ces événements continueront cette année et que nous continuerons à organiser des événements qui unissent l'ensemble des acteurs. Et j'ai envie de conclure sur un événement qui concerne deux établissements particuliers, le CHRS Sarah et la Rappel 75, qui, grâce au financement FIA, ont pu partir visiter Le Havre. Je pense que c'est important de se dire que le bilan des années, parfois c'est des petites actions comme ça. En tout cas, ça peut nous paraître être des petites actions, mais grâce au FIA, eh bien, ces hébergés ont tout simplement été découvrir la culture et le port du Havre. Et je pense que ça fait partie des éléments de bilan qu'il faut pouvoir noter. Voilà, merci beaucoup. Alors, FIA, Fonds d'intervention annuel. Le FIA, c'est une invention du CASP. C'est une donnée qui n'a rien de comptable. C'est simplement pour notre conseil d'administration, notre bureau et toutes les équipes, la manière de visualiser tout ce qui nous est donné. Tout ce qui nous est donné, ce sont des dons, bien sûr, mais ce sont également les revenus de legs qui nous sont consentis. Parce que ces revenus de legs sont des revenus purement financiers, ne vont pas à l'exploitation, mais vont nous permettre d'augmenter le nombre de projets que nous montons. Ce que vous nous citez à l'instant, notre directrice générale est extrêmement claire. Un voyage comme celui-ci, et il y en a beaucoup d'autres qui se réalisent, ne peut évidemment pas se monter sur des budgets d'État. En revanche, ils peuvent se monter, et ils ne peuvent se monter que avec vos dons. Je prendrai un autre exemple
tant pis, je vais être trop long comme d'habitude. Je prendrai un autre exemple de FIA. Beaucoup de demandeurs d'asile arrivent en France par des filières dans lesquelles on ne rentrera pas pour le moment, mais pour eux, la France, c'est Paris. En dehors de Paris, il n'y a rien. D'où une difficulté parfois importante à leur faire quitter la région parisienne pour qu'ils aillent s'installer dans d'autres endroits où les choses sont beaucoup plus simples pour les demandeurs d'asile. Donc, de manière tout à fait concrète, on les met dans un autocar, on les met dans un train, on les emmène. On les emmène à Rouen, on les emmène à Lille, on les emmène à... J'ai oublié, mais enfin Rouen et Lille sont des exemples réels. Et on va bêtement visiter la ville avec eux en disant, vous voyez ça, c'est une école. Ah, c'est une école, etc. Voilà tout ce que nous permet de faire le fonds d'intervention annuel, qui est donc le regroupement de tout ce que nous tirons de votre générosité. Alors pour enchaîner sur les chiffres maintenant, quelques faits significatifs. Nos budgets en 2019 ont été égaux à ce qu'ils étaient en 2017 et en 2018. J'insisterai simplement sur un point à ce stade. Le total de nos produits, donc ce que nous recevons, a progressé plus vite que le total de nos charges, ou plus exactement, il faudrait le dire dans l'autre sens, le total de nos charges a progressé moins vite que le total de nos produits. C'est un indicateur de bonne gestion qui est particulièrement important. Nos comptes sont affectés. On va le revoir un peu plus en détail. Nos comptes sont affectés par un certain nombre de reprises de provisions sur lesquelles je reviendrai. Alors, globalement, je me dois de vous dire que ces comptes ont été établis selon le principe de prudence, conformément au plan comptable général et aux hypothèses de base suivantes. Continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables et indépendance des exercices. Ça a l'air d'être une formule réglementaire habituelle, c'est le cas, mais elle prend toute son actualité en 2019, en particulier cette indépendance des exercices. Dans les comptes 2019, il n'y a aucun impact de la crise sanitaire, bien entendu. Vous vous souvenez aussi que ces comptes sont établis selon deux modalités de gestion, d'une part sous contrôle de tiers financiers, ce qui veut dire qu'à la fin de chaque année, nous établissons un compte administratif que nous soumettons à l'État qui nous dit si oui ou non il est d'accord avec l'usage qu'on a fait de l'argent qu'ils nous ont donné, c'est-à-dire de notre argent à tous, et d'autre part, les comptes en gestion propre. Ce qui nous amène à tenir une comptabilité séparée et à obtenir des résultats séparés, dont des résultats comptables séparés, dont l'affectation doit également être séparée, les comptes du CASP étant, eux, la sommation des différentes comptabilités sous contrôle financier et en gestion propre. Les produits d'exploitation en 2019 se sont montés à 44 570 565 €. On a beaucoup parlé de budget, on reparlera de budget pour le budget 2020 cette année tout à l'heure. Je vous disais l'année dernière que les budgets prévisionnels sont devenus sous l'impulsion de la direction administrative et financière, sont devenus un outil de gestion qui est bien repris en compte par l'ensemble du terrain. Donc je ne résiste pas au plaisir de vous rappeler le montant du budget 2019 qui a été adopté par l'Assemblée générale, 44 517 000 €. Le réel est à 44 570 000 €. Finalement, voilà, on va dire que c'est pas mal. Bon, bah, ça restera présent à l'écran, c'était pas prévu, pardon. Je souligne l'évolution des prestations de services facturées. Ce qu'on appelle les prestations de services facturées, c'est un intitulé comptable. C'est toutes les participations qui sont reçues de la part des personnes que nous accueillons pour leur loyer, en particulier pour celles qui peuvent participer. Et ce sont également on va dire les allocations logement, pour faire simple et utiliser un langage non administratif que nous percevons pour eux. Alors malheureusement, ça a augmenté, ça se situe exactement dans le droit fil de ce que disait Antoine Durleman tout à l'heure. Malheureusement, nous avons plus de personnes et non pas
Ce chiffre est révélateur d'une augmentation du nombre de personnes et non pas d'une augmentation ni des loyers, ni des allocations logement. Les subventions d'exploitation ont augmenté de 4%. Elles correspondent strictement à l'ouverture des deux hébergements d'urgence pour demandeurs d'asile dont vous parlait Aurélie tout à l'heure. Bon, du coup... Alors, il y avait deux choses qu'il fallait que je vous dise. On va pas les voir. On va pas les voir. Si je vais faire le commentaire comme ça, vous ne verrez pas à l'écran. Sur les comptes. Sur les comptes, nous voyons apparaître, en lisant simplement les comptes, nous voyons apparaître une baisse des dons. En réalité, et contrairement à ce qui est écrit, il n'y a pas une baisse des dons, mais une hausse des dons. Je m'explique. La comptabilité est exacte, Dieu merci, mais il nous faut absolument, quand on parle de dons, faire la différence entre, faire la part plus exactement, des dons importants ou particulièrement importants. Quand quelqu'un donne 10 000 euros, 15 000 euros, au CASP, c'est un don pour 15 000 euros. Il nous faut donc faire la part de ces dons, qui sont des dons exceptionnels sur tous les plans, qui ne sont pas reproductibles, reconductibles d'une année à l'autre, et il me semble donc plus intéressant, en termes de comparaison d'exercices, et uniquement sur ce plan-là, de faire la part entre les dons très importants et les dons autres. Si on ne considère que la part des dons autres, en 2019, les dons ont augmenté de 20%. Il se trouve que, pour différentes raisons, certains des dons exceptionnels qui nous avaient été consentis en 2018 ne nous ont pas été consentis en 2019, ou nous ont été consentis d'ailleurs dans certains cas début 2020, mais ne sont pas comptabilisés sur 2019. Globalement, c'est pas comptable du tout. Répartition des produits d'exploitation par origine, les financements publics, tout confondu, continuent à représenter 92% de nos produits. Les cotisations, dont concours privé, revenus de legs, autour de 1%. Ça a l'air petit, c'est extrêmement significatif parce que ça nous permet de faire en plus. Et la participation des accueillis autour de 7%. Ces valeurs ont très peu changé par rapport aux années précédentes. On est toujours à peu près dans les mêmes équilibres en termes de grande masse. En termes de charges, cette fois-ci, 44 440 337, une variation donc de 3,89%. Nous sommes uniquement sur les charges d'exploitation, c'est-à-dire ce qu'on dépense pour faire vivre l'association tous les jours. Même constat, les charges d'exploitation ont cru nettement moins vite que les produits d'exploitation. L'augmentation des charges externes est entièrement liée aux nouveaux loyers tels qu'ils ont été nécessaires pour ces centres d'hébergement d'urgence de demandeurs d'asile. Et je vais m'arrêter là parce que vous ne verrez pas apparaître le chiffre puisque nous avons le traditionnel petit bug informatique. Mais à noter malgré tout sur l'évolution de nos charges d'exploitation, un allègement des charges sociales qui correspond aux annonces qui ont été faites par le gouvernement, qui est extrêmement significatif. Enfin, vous voyez apparaître une augmentation considérable de la dotation aux provisions. La dotation aux provisions, c'est quoi? C'est tout ce qu'on constate comptablement pour être capable de faire face à nos charges de demain. En l'occurrence, il s'agit de l'IDR. Vous savez tous ce que c'est. C'est l'indemnité de départ en retraite. Il se trouve que fin 2019, vous me corrigez si je dis une bêtise, monsieur Zari, fin 2019,
les chiffres, les indices, voilà, je vais y arriver, les indices financiers qui sont pris en compte pour le calcul de cette IDR ont été modifiés compte tenu de l'évolution du marché financier. C'est extrêmement technique, extrêmement... Bon, ça s'impose à nous, ça ne correspond pas à une charge supplémentaire pour nous, mais compte tenu de l'évolution du marché financier, puisque c'est un calcul actuariel en réalité, nous avons dû intégrer des valeurs qui sont des valeurs plus importantes, d'où pratiquement en totalité cette augmentation de plus de 200%, de 200% de nos dotations en provision qui pèsent évidemment directement sur les charges. Globalement, on peut dire que l'exploitation 2019 est un bon exercice avec un résultat d'exploitation positif. Positif, c'est la première fois depuis longtemps. L'année dernière, c'était moins 85 000 euros. L'année d'avant, c'était moins 203 000 euros. On mesure ce que nous disait Aurélie Lassac-Marzorati tout à l'heure, cette évolution au fil du temps du CASP qui devient plus solide financièrement. Vous en avez non pas la démonstration, mais l'évidence dans les chiffres de l'exploitation 2019. Sur les produits et charges financières, je vais aller relativement rapidement. Vous voyez que les produits financiers ont baissé. Je rappelle que ces produits financiers sont en quasi-totalité composés des revenus du legs Foglierini versés à ce FIA dont on parlait tout à l'heure, puisque 117 000 de produits financiers, 103 000 de revenus tirés du legs Foglierini. À souligner aussi que ces revenus sont en baisse par rapport à l'année 2018, tout simplement parce que dans le passé, les produits que nous avons récupérés en quelque sorte les produits issus de ce legs, ont été placés sur des comptes à terme à des taux qui n'ont pas vraiment grand-chose à voir avec les taux financiers actuels, puisque les derniers d'entre eux nous rapportaient 7% par an. Arrivé à terme, curieusement, on n'a pas été capable de replacer à 7% par an, donc ça baisse et malheureusement, ça n'a pas fini de baisser. Les charges financières ont baissé considérablement. Je souligne simplement le fait que les intérêts payés sur le découvert, on va dire pour faire simple, les intérêts ont payé à la banque ont été de 36 000 euros contre 51 000 en 2018. C'est le signe que si notre trésorerie n'est pas toujours extrêmement positive, elle est moins difficile qu'elle ne l'a été les années précédentes. Sur les produits et charges exceptionnelles, des produits importants qui sont purement techniques liés à la fermeture de l'établissement de Bercy dont on vous parlait tout à l'heure. Le résultat comptable avec, vous le voyez, globalement tout en bas, un total de charges, une variation du total de charges, on ne parle plus seulement des charges d'exploitation cette fois-ci, qui est inférieure à la variation du total des produits. Je ne résiste pas au plaisir de le souligner à nouveau, avec un résultat de moins 16 000 euros. Moins 16 000 euros, oui, là où il était de moins 33 000 l'année dernière. Ce résultat, je vous ai annoncé tout à l'heure qu'il fallait le répartir entre sous-contrôle financeur et gestion propre. Le résultat sous contrôle financeur est négatif de 661 000 euros. Le résultat en gestion propre est positif de 644 000 euros. Quelques mots sur le bilan. Un total de bilan de 15 890 029 pour être précis. Un total de bilan légèrement inférieur à ce qu'il était l'année précédente, avec des principales variations qui sont le poste disponibilité, c'est-à-dire l'argent qu'on a en banque immédiatement disponible. Le solde des comptes courants, pour faire simple, je schématise un peu, mais en gros c'est ça. Mais tout à fait, c'est une erreur. Merci de suivre. Oui, c'est bien le chiffre 2018. Il y en a un ici qui est un grand spécialiste de l'erreur sur les dates. Je plaide coupable, pardon. Mais oui, bien sûr, c'est le chiffre 2018. C'est le chiffre de l'année précédente.
Cette baisse des disponibilités, donc de l'argent que nous avons, du solde du compte courant, on va dire, pour faire simple, à la fin de l'année, n'est pas inquiétante, car à la fin 2018, nous avions une avance extrêmement importante de l'un de nos financeurs, exceptionnelle, par sa présence même, qui n'a pas été renouvelée à fin 2019. Les fonds associatifs se sont appréciés de 355 000 €, je vais y revenir. Nous avons réintégré la taxe transport. Vous savez, je ne vais pas me lancer dans un grand développement là-dessus, mais il y a un débat entre le syndicat des transports, le STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France qui encaisse la taxe transport auprès de toutes les organisations, dont les associations. Nous avons été exonérés de cette taxe il y a déjà longtemps. Le STIF est en train de remettre en cause cette exonération. Le sujet n'est pas traité. Ça va prendre encore des années. Ce sujet est apparu il y a 3 ans, mais à la fin de l'exercice. Et donc nous avons constitué des provisions pour être en mesure, de pouvoir régler ce qu'on avait à régler le moment venu, si ça se traduisait à notre désavantage. En pratique, ces sujets sont prescrits par 3 ans, donc nous avons réintégré la provision que nous avions constituée il y a 3 ans, ce qui devient un produit. Disparition de risque prud'homaux également, et je vous parlais tout à l'heure de l'IDR, l'indemnité de départ en retraite. Vous voyez que c'est un sujet important, puisque ça nous a amené à augmenter nos provisions de 428 000 €. Je vous disais que j'allais revenir sur les fonds associatifs, 355 000 €. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un appartement 46 rue Mira, qui est un appartement de 3 pièces, devenu 3 pièces après des travaux extrêmement importants. Il y avait, Nicole Koskas pourra en parler beaucoup mieux que moi, mais il y avait un studio, il y avait des appartements, il y avait des zones communes. Bref, il a été constitué à partir de tout ça un appartement de 3 pièces extrêmement confortable, qui fait l'objet d'un bail à réhabilitation au profit du CASP en 2002, ce bail ayant été consenti par Madame Danielle Aïd Saïd. Je la cite, vous allez vite comprendre pourquoi. Ce bail a été consenti pour un loyer strictement exorbitant, puisqu'il s'agissait simplement de réhabiliter. Le loyer lui-même était de 0. Tout ceci étant géré par le pôle logement. À l'issue de ce bail, Madame Danielle Aïd Saïd a donné cet appartement au CASP, purement et simplement. Cette donation a été acceptée par le CASP. Un acte notarié a été signé en 2019, qui a été approuvé par le conseil d'administration. Les formalités réglementaires veulent que l'Assemblée générale approuve cette décision du conseil d'administration. Donc je vous proposerai tout à l'heure une résolution en ce sens. Je crois surtout qu'au-delà de l'aspect réglementaire, il faut saluer respectueusement, chaleureusement, cette décision de Madame Aïd Saïd de nous donner purement et simplement cet appartement. Globalement, le bilan 2019 affiche une situation saine, pas de dette anormale, des fonds propres qui sont cohérents avec les produits, qui sont stables depuis 2014 et d'un niveau suffisant. Je rappellerai simplement que les règles comptables ne permettent pas d'afficher la valorisation réelle du parc immobilier. Valorisation, c'est-à-dire le prix du marché aujourd'hui, ne permettent pas d'afficher la valorisation réelle du portefeuille immobilier. Nous devons constater ce que nous possédons en actions qui sont issues de legs et non pas de placements que nous avons réalisés. Nous n'avons pas la possibilité de les constater à leur valeur boursière, mais à leur valeur d'acquisition, ce qui veut dire que, pour votre information, et ça n'apparaît pas dans les comptes, selon les cours de bourse au 31 décembre 2019, sur cette valorisation du portefeuille immobilier, il existe une plus-value latente de 1 240 895 000 €. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si le 31 décembre, nous avions vendu la totalité de ces actions, nous aurions augmenté nos produits de 1 240 895 €. Les annexes au compte, enfin,
Un certain nombre de contributions volontaires sont valorisées. C'est le bénévolat au profit des établissements. Aurélie vous donnait le chiffre tout à l'heure, 213 bénévoles, 80 heures en moyenne par bénévole, 80, qui nous ont apporté au total 17 000 heures. C'est légèrement en retrait par rapport à l'année précédente. Et avant que vous me fassiez remarquer que je me suis trompé sur la date, je précise que ce qui est là, 2017, vous voudrez bien avoir la gentillesse de lire 2018, pardon, voilà, ça m'a échappé, ne sont pas valorisés dans les contributions volontaires, pourtant il se trouve qu'elles existent. Le bénévolat de gouvernance, c'est-à-dire votre conseil d'administration, et les dons en nature. Pourquoi est-ce que les dons en nature ne sont pas valorisés? Parce que les règles de valorisation sont extrêmement difficiles à établir. Comment pouvons-nous valoriser de manière non discutable sur le plan comptable, sur le plan réglementaire? Comment pouvons-nous valoriser le sandwich, le croissant, voilà. Donc pour le moment, il faut juste se souvenir que ces dons en nature ne sont pas valorisés, et pourtant, Dieu sait qu'ils constituent une contribution majeure à la vie d'un certain nombre de nos établissements. Des conventions également, des conventions réglementées à déclarer. Il s'agit simplement d'accords qui ont pu être passés entre le CASP et d'autres organisations dans lesquelles nous avons des administrateurs communs, d'autres associations en l'occurrence dans lesquelles nous avons des administrateurs communs. Il se trouve qu'il y a des administrateurs communs entre Bâtir et Travail au Clair. Et qu'il y a des échanges de prestations entre Bâtir et le CASP, Travail au Clair et le CASP. La réglementation impose de les déclarer, donc on les déclare. En revanche, aucune réglementation de ce type-là avec nos directeurs. Je vous avais dit que je parlerais un peu des faits significatifs intervenus depuis la fin de l'exercice, des perspectives d'avenir. Il y en a un dont on peut parler, c'est la crise sanitaire, évidemment, qui a fait apparaître des besoins impératifs plus qu'urgents, que nous avons estimé dans un premier temps à une valeur de 500 000 euros. Face à ça, nous avons reçu des soutiens massifs. Désolé pour la continuation du bug informatique qui ne permet pas de bien lire. De la part des adhérents et des sympathisants, de la part d'un certain nombre d'entreprises et d'associations, mais également de la part des pouvoirs publics. Le soutien des adhérents et sympathisants s'est traduit par la décision de réorienter une partie du FIA. Ça, c'est entre les mains du conseil d'administration de le réorienter immédiatement, en particulier sur l'aide alimentaire. Un appel à dons spécial du président a été lancé très rapidement, auquel il a été répondu de façon particulièrement massive. Je voudrais là juste vous citer un chiffre qui m'a marqué. L'appel du président a été lancé par mail d'abord, un courrier ensuite, mais par mail pour que ça aille vite. C'est important que vous nous donniez vos mails tous, vos adresses mail. Cet appel du président a été lancé un vendredi, un peu après 14 h. À 16 h, nous avions reçu, par carte bleue, donc ça se comptabilise très facilement, à 16 h, nous avions reçu 20 000 euros. Bravo, merci. D'autant plus que, dans ces 20 000 euros, il n'y avait pas, à ce moment-là, de dons particulièrement important. Donc ça veut dire que vous avez été extrêmement nombreux à réagir et à réagir chacun de façon extrêmement généreuse. Merci, bravo. Nous avons également reçu l'aide d'un certain nombre d'entreprises et d'associations que vous voyez défiler à l'écran. Cette aide s'est faite selon deux formes différentes. Financier, ça veut dire qu'on nous a fait un chèque. Et qu'on nous a fait un chèque en nous disant « on vous fait confiance, vous utiliserez cet argent là où vous pensez qu'il est utile, et non pas « vous ferez ceci en notre nom, vous utiliserez cet argent là où vous pensez qu'il est utile ». Ça a été également des dons en nature, avec du gel, avec des masques, 22 000 masques sur l'ensemble de la période, du matériel informatique.
ce qui a été extrêmement important aussi. Globalement, en ce qui concerne maintenant le soutien des pouvoirs publics, vous pouvez avoir des inquiétudes sur nos produits, puisque un certain nombre d'établissements se fermant, moins de personnes, que deviennent nos produits. Très rapidement, des ordonnances ont été prises qui nous apportent toute garantie sur ce sujet-là, à ce jour. Une attention particulière a été effectivement apportée à notre trésorerie. Ça a été dit très vite, ça s'est traduit dans la réalité. Nous n'avons jamais eu une situation de trésorerie aussi facile que pendant la crise du Covid. Nous avons reçu, vous l'avez vu, un certain nombre de masques de la PHP. En synthèse, sur ce plan-là, les dons affectés à la crise Covid et les soutiens financiers que nous avons reçus ont représenté 330 000 €. Les dons en nature, 71 000 €. Concrètement, ça veut dire que pendant la période du confinement, nous avons pu couvrir à 100% les besoins exceptionnels qui se sont présentés immédiatement. Et nous avons pu les couvrir immédiatement. Les besoins exceptionnels de déconfinement ont été couverts à 85%. Mais au-delà de ces chiffres, qui ne sont que des chiffres, il s'agit avant tout de l'accompagnement des personnes accueillies et des équipes sur le terrain. Et pour revenir une seconde aux chiffres, il s'agit aussi de souligner, c'est aussi l'objectif du rapport financier, que cette crise sanitaire, à ce jour, n'aura pas d'impact économique lourd sur l'exercice 2020, ni sur les suivants. En particulier, nous n'avons pas souscrit d'emprunt en utilisant les facilités qui nous étaient offertes. Voilà, j'en ai terminé sur les comptes. Monsieur Zari, il vous revient de nous présenter votre rapport sur ces comptes. Merci, monsieur le trésorier. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc je vais, avant de faire la lecture des rapports de commissariat aux comptes et donc de l'opinion sur les données chiffrées qui viennent d'être présentées, permettez-moi un bref rappel des diligences de commissariat aux comptes et donc des objectifs de notre mission. Je rappelle que nous avons donc terminé nos travaux et tenu une réunion de synthèse le 20 avril en compagnie de la direction de l'association et de votre trésorier. Nous avons assisté au conseil d'administration qui a arrêté les comptes le 30 juin. Donc à partir du 30 juin, les comptes ont une valeur juridique, ce qui nous permet d'émettre notre rapport de commissariat aux comptes. Donc dans les diligences, en fait, on a un certain nombre d'objectifs à respecter. Je résumerai en 3 objectifs. Le premier objectif, c'est la régularité des comptes. Tout à l'heure, quand je lirai le rapport du commissaire aux comptes, ces 3 objectifs sont dans une phrase très synthétique qui a été rédigée par les instances et que le commissaire aux comptes doit utiliser lorsque les rapports sont certifiés de façon pure et simple et sans problème. Donc la régularité des comptes, ça veut dire que vous devez respecter le règlement comptable applicable aux associations en France. Ça a été dit à un moment donné dans les slides présentés par le trésorier. Quand on parlait de continuité d'exploitation, d'indépendance d'exercice, tout ça, c'est des règles comptables précises. Donc on doit le vérifier en tant que commissaire aux comptes et certifier et donc prendre la responsabilité de cette certification. Le deuxième objectif, c'est la sincérité des comptes. Donc les données chiffrées qui sont là, nous devons les auditer en utilisant un référentiel d'audit qui est en fait la norme obligatoire pour les commissaires aux comptes en France, qui notamment nous oblige à demander des justificatifs, des contrats, des relevés bancaires, des échanges avec les services comptables, etc. Donc je peux vous dire qu'au moment où nous avions fait la réunion de synthèse et au moment où les comptes ont été arrêtés le 30 juin, nous avions obtenu réponse à toutes nos demandes, donc en termes d'information, de justificatifs, de documents. Donc nous avons pu vérifier cette sincérité. Le troisième objectif, il est très important dans ce contexte économique actuel, c'est vérifier le principe de continuité d'exploitation. Parce que les comptes, comme ça a été dit par le trésorier, ils doivent être établis selon le principe de continuité. La différence de ce principe de continuité, c'est un principe de valeur liquidative. Donc ça veut dire une entité qui serait en faillite ou en train de disparaître, elle n'utiliserait pas le même référentiel pour établir ses comptes. Ce qui n'est pas votre cas, bien sûr, je vous rassure. Donc sur ces 3 objectifs-là, le premier, la régularité comptable, nous avons vérifié que le bilan, le compte de résultat et l'annexe respectent bien cette réglementation comptable. Notamment, nous avons vérifié, puisque vous êtes aussi une association qui fait appel à la générosité du public, que le compte d'emploi des ressources est bien dans l'annexe des comptes annuels. Je souligne un point important dans ce compte d'emploi des ressources,
c'est le taux de mission sociale, puisque les charges du compte de résultat qui sont réparties selon charges de personnel, loyer, etc., amortissement, dans le compte d'emploi des ressources se résume en 3 rubriques. Frais de mission sociale, ça veut dire ce que fait, ce que rend comme service l'association à son public, aux usagers. Les frais de fonctionnement, donc ça veut dire ce qui sert à faire fonctionner l'association, par exemple la direction financière. Et puis les frais d'appel à la générosité du public. Donc ça veut dire quand on demande des mailings, tout ce qui permet d'échanger avec les donateurs potentiels. Et le taux de mission sociale, donc ça veut dire sur 100%, sur 100 € de financement obtenu par l'association, 93 € vont à la mission sociale. Voilà, donc je tenais à le dire parce que c'est une performance importante. Voilà, on a des associations qui sont considérées comme très bien gérées et qui sont plutôt autour de 70%, de 70 € pour 100 €. Donc vous êtes à 93%, c'est une performance que, en tant que commissaire au compte, je souhaite souligner. Dans la régularité comptable, on va regarder aussi les aspects fiscaux. Donc vous êtes bien une association exonérée d'impôts commerciaux. Simplement, comme toute association, vous êtes aussi redevable de l'impôt dit au taux réduit, qui concerne notamment les placements financiers. Tout à l'heure, le trésorier a parlé de revenus financiers. Donc sachez que donc ça a bien été provisionné dans les comptes. L'impôt sur les sociétés est à un peu plus de 13 000 €. Il faut noter qu'il n'y a pas de changement de méthode comptable. Voilà, donc par rapport à la régularité comptable, on respecte bien les objectifs. La sincérité, comme je le disais, nous avons obtenu tout ce qui nous était nécessaire à la certification lors du CA, du conseil d'administration du 30 juin, donc là aussi on est bon. Et puis sur la continuité d'exploitation, je ne vais pas revenir dans le détail, mais je vais citer quelques chiffres qui, en tant que commissaire au compte ou n'importe quelle personne versée dans les chiffres, regarde dans un bilan pour s'assurer si l'entité est bien gérée ou pas, si elle a un bilan sain ou pas. Ce que je regarde le résultat. On a un résultat de moins de 17 000 €. C'est presque à l'équilibre compte tenu des masses de l'association. Et pour une association, c'est assez compréhensible. Ensuite, je regarde au niveau du bilan les fonds associatifs. Les fonds associatifs sont, si on compare avec une entreprise, c'est un peu comme le capital. Donc les fonds associatifs sont de un peu plus de 6 millions d'euros. Donc on a des fonds associatifs qui sont conséquents et qui sont positifs. Je ne vous cache pas que dans certaines associations, ils peuvent être négatifs. Et ensuite, la chose la plus importante à regarder à court terme, c'est le bas de bilan. Le bas de bilan, c'est la capacité de l'association à faire face à ses dettes à court terme, avec sa trésorerie et ses créances à court terme. Donc à ce niveau-là aussi, en tant que commissaire aux comptes, nous sommes rassurés, puisque l'actif circulant est à 11 millions, donc dans les 11 millions, il y a la trésorerie et les créances à court terme. Et au niveau des dettes à court terme, les dettes exigibles, on est à un peu moins de 7 millions. Donc vous avez vu, je compare 11 millions à 7 millions, donc le principe de continuité est respecté. Donc en résumé, la régularité comptable est respectée, la sincérité des comptes est respectée, et la continuité d'exploitation est respectée. Ce qui m'amène à vous lire cette fameuse phrase. Donc c'est une phrase qui est... le commissaire au compte a 3 possibilités. Soit il lit la phrase que je vais vous lire quand tout va bien, soit il lit cette phrase en y mettant une réserve, soit il fait un refus de certifié en disant on n'a pas respecté la régularité, on n'a pas respecté la sincérité et on n'a pas respecté la continuité. Donc cette fameuse phrase de commissariat au compte, c'est nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers, donc je le disais, chaque mois a son importance, donc c'est les règles comptables, sincères, on a eu les justificatifs et les réponses dont on a besoin, et donne une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de 2019. On relie les 3 objectifs, régularité, sincérité, continuité. Donc c'est l'opinion la plus élevée entre les 3 dont je viens de préciser. Donc voilà pour les comptes annuels. Et puis le rapport du trésorier était très détaillé, très précis, puisqu'il a aussi parlé des conventions réglementées, les conventions avec notamment les associations Bâtir, Travail au Clair. Donc en tant que commissaire aux comptes, nous devons en fait relater les conventions lorsqu'il y a des administrateurs communs dans un rapport qui s'appelle rapport spécial. Et nous devons vérifier en fait les flux entre les associations, s'assurer que les données chiffrées sont réelles. Donc nous avons fait ce travail-là, et donc dans notre rapport de commissariat aux comptes, je vais vous donner un peu les flux.
avec l'association Bâtir a supporté la refacturation par le CAS de charges de personnel et de frais administratifs pour 80 743 €. Le CAS a accordé une subvention de 100 000 €. Nous avons vérifié ces données chiffrées, effectivement. Avec Travail au clair, donc des prestations de logistique et de maintenance ont été facturées par le CAS pour 582 682 €. Travail au clair a supporté la refacturation de charges de personnel et de frais administratifs pour 80 743 €. On a aussi la Domaxis, pour le coup c'est une société, donc il s'agit d'une convention pluriannuelle, donc qui date de 2017, portant sur la réservation et la conclusion de baux d'habitation par le CAS au profit de cette société pour 42 783 €. Et puis, une nouveauté qui remonte à quelques années, c'est, étant donné que le CASP est un gestionnaire d'établissements médico-sociaux au sens de la réglementation, des autorités de tarification demandent à ce que le commissaire aux comptes mette dans son rapport spécial le montant des rémunérations attribuées au directeur d'établissement et direction d'association. Donc, ce montant est de 1 145 649 €. Donc, il rentre dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L 313-25 du Code de l'action sociale et des familles. Donc là, c'est purement réglementaire. Ce n'est pas des conventions réglementées au sens des liens avec les administrateurs communs. Voilà pour le résumé des deux rapports. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, monsieur le commissaire aux comptes, de votre rapport et de votre appréciation sur la fiabilité de nos comptes. Vous savez combien votre mission est importante pour nous. Antoine. Vous savez combien votre mission est importante pour nous et combien nous apprécions l'intervention de vos équipes pour nous amener toujours à de nouveaux progrès. Merci vraiment à vous-même et particulièrement d'être présent ce matin. Remercier également vos équipes de tout le travail d'accompagnement qui a été le leur pour vous aider à forger votre opinion et nous-mêmes à améliorer sans cesse notre qualité comptable. Est-ce qu'il y a des questions sur les comptes qui vous ont été présentés, les comptes 2019 qui vous ont été présentés? Oui. Vous avez évoqué tout à l'heure la baisse des dons, compte tenu du fait que certains sont exceptionnels. Il y a aussi une baisse des cotisations. Est-ce qu'en 2020, la tendance va continuer sur la même pente? Alors, vous avez vu que la présentation ne s'est pas tout à fait déroulée comme elle aurait dû manquer. Bon, hein, le bug informatique traditionnel. Alors non, il n'y a pas eu de baisse de cotisation. Et pourtant, quand on regarde les comptes, il y a eu une baisse de cotisation. Je m'explique. Nous comparons des choses qui ne sont pas comparables. En ce sens que, et c'est le seul point d'ailleurs, j'aurais dû le dire, pardon, je l'ai oublié, merci de votre question. En 2000, que je ne me trompe pas, en 2018, nous avons comptabilisé les cotisations encaissées à l'occasion d'un don à l'association ou d'un don à la fondation individualisée CASP. En 2019, nous avons été beaucoup plus rigoureux, en quelque sorte, et nous n'avons comptabilisé que les dons faits à l'association et plus les dons faits à la fondation. En pratique, le nombre d'adhérents en 2019, toutes choses comparables par ailleurs, c'est-à-dire en ne considérant que ceux de l'association, les cotisations 2019 sont relativement comparables. Je n'ai plus le chiffre en tête, Olivier, je ne sais pas si vous l'avez, un peu plus, un peu moins, mais bon, y a pas de, le mouvement a l'air très important. En pratique, il ne l'est pas. De mémoire, c'est un tout petit peu plus. Et pour 2020, ça va être confirmé puisque nous sommes fin septembre. Bon, j'ai très envie de vous donner rendez-vous au 31 décembre parce que, mais la tendance à l'heure actuelle est plutôt positive. Oui, absolument, la tendance est plutôt positive. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions? Votre information est suffisante?
Alors, je donne la parole à notre trésorier pour vous présenter la résolution. Alors, la résolution, ce sera donc une résolution en 2 points qui, d'une part, va vous demander de statuer sur l'arrêté des comptes 2019, de les approuver, et d'autre part, d'affecter le résultat. Elle apparaît, si tout va bien, sur l'écran, je crois que c'est le cas. Je vous la lis. Elle tient sur 2 pages. Après avoir entendu les rapports du trésorier et du commissaire aux comptes, l'Assemblée générale approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, arrêtés par le conseil d'administration du 30 juin 2020 et certifiés sans réserve par le commissaire aux comptes, pour un total de produit de 44 703 807 €, un total de charges de 44 720 643 € et un résultat déficitaire de 16 386 €, se décomposant en résultat déficitaire des activités sous contrôle de tiers financeurs, c'est le chiffre que je vous présentais tout à l'heure, 661 622 €, résultat excédentaire en gestion propre, 644 786 €. Ça, c'est la partie approbation des comptes. Le résultat sous contrôle de tiers financeurs de moins 661 622 € est affecté au compte report à nouveau gestion contrôlée. Le résultat sous gestion propre de 644 786 € est affecté au compte report à nouveau gestion non contrôlée. Il vous est donc demandé de vous prononcer sur cette résolution. Des abstentions? Y a-t-il des oppositions? Qui se prononcent donc pour l'approbation de ces comptes 2019? Merci, ils sont donc approuvés à l'unanimité. Je redonne la parole à notre trésorier. Je voudrais vous parler du mandat du commissaire aux comptes en sa présence. Le mandat du commissaire aux comptes est accordé par l'Assemblée générale, c'est une de ses prérogatives. Ce mandat a été accordé à Deloitte, représenté dans un premier temps par Jean-Pierre Vercamer, puis par Jamel Zahri. Il a été accordé à Deloitte le 14 juin 2014. Il se trouve que ce mandat est accordé pour 6 exercices, à compter de l'exercice 2014 inclus. Il se trouve qu'il prend fin à l'issue de l'Assemblée générale approuvant les comptes 2019, c'est-à-dire, mesdames et messieurs, aujourd'hui. Or donc, et en conséquence de quoi Antoine, je voulais savoir si tu voulais intervenir sur le... ce qui vous est proposé de façon tout à fait claire et enjoignant mes remerciements de trésorier à ceux exprimés par le président tout à l'heure. C'est un bonheur de travailler avec l'équipe de Deloitte, exigeante, qui n'hésite pas à... Voilà. Quand il faut, mais c'est un bonheur. Ce qui vous est donc proposé, c'est de renouveler le mandat de Deloitte, qui est représenté donc à ce jour par M. Jamel Zahri, de le renouveler pour 6 exercices, à compter de l'exercice 2020 inclus, prenant fin donc à l'issue de l'Assemblée générale, approuvant les comptes 2025. Et là, il n'y a pas d'erreur dans les dates, j'ai compté 4 fois sur mes doigts, je pense que ça devrait coller. C'est donc l'Assemblée qui sera convoquée en 2026. Cette résolution est la suivante. L'Assemblée générale renouvelle le mandat de commissaire aux comptes consenti à la société par action simplifiée Deloitte et Associés, représenté actuellement par M. Jamel Zahri, et ce pour 6 exercices consécutifs à compter de l'exercice 2020 inclus. Ce mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale, appelée à approuver les comptes 2025. Quelqu'un souhaite-t-il s'opposer au renouvellement de ce mandat? Non, pardon, des questions, pardon, j'allais trop vite. Oui. Dans la convocation, la rédaction de la résolution numéro 3, c'est approbation du budget 2020. Il n'y a pas du tout cette idée de renouvellement du CAC. Alors, pardon, oui, j'aurais dû commencer par ça. Il y aura bien une résolution d'approbation du budget.
Nous avons simplement modifié, après que ce soit parti, erreur matérielle. Voilà, absolument, c'est un 2 bis. C'est un 2 bis, on l'a appelé 3 parce que ça fait plus riche, mais... Tout à fait, tout à fait. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Et nous ne l'avons pas évité. Pour aller jusqu'au bout d'ailleurs d'une question que vous n'avez peut-être pas en tête, mais nous avions en 2014 désigné à la fois un commissaire aux comptes et un commissaire suppléant. Et pour les amoureux des assemblées générales, vous savez que c'est généralement le cas. Il se trouve que la réglementation a changé et que nous ne sommes plus aujourd'hui obligés de désigner un commissaire aux comptes suppléant. C'est la raison pour laquelle la résolution qui vous est présentée ne concerne que le renouvellement du commissaire aux comptes. Sous réserve de ces... Sachant qu'il y a un mandat redoublable deux fois maximum dans la durée de 2 fois 6 ans. Donc ça sera pour le cabinet de Deloitte. Non, son dernier mandat, non. Non, en fait, c'est assez pour les sociétés cotées. Donc en tant qu'association, il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite de... Non, il n'y a pas de limite pour les associations, ça a été reprécisé en fait. Pour les sociétés du CAC 40, il y a quelques... Nous ne sommes pas le groupe n'étant pas le groupe SOS, nous ne sommes pas concernés par cette disposition. C'était la bonne plaisanterie. Sous réserve de ces précisions et de cette question dont je vous remercie, je soumets donc à votre approbation le renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de la société Deloitte représentée par M. Jabel-Zari. Y a-t-il des abstentions? 3 abstentions. Y a-t-il des oppositions qui se prononcent pour ce renouvellement? Qui se prononcent pour ce renouvellement? Merci. Merci de votre vote et merci encore une fois, M. Zari, de votre présence au président. Des abstentions. 3 abstentions, 0 opposition. Il n'y a pas des oppositions? Non. 0 opposition, 3 abstentions. Voilà. Je redonne la parole à notre trésorier donc pour l'ex-point 3. Il est décidément inarrêtable. Approbation du budget 2020. On a parlé, budget 2020, je dis bien, il n'y a pas d'erreur sur les chiffres. Il s'agit du budget institutionnel présenté aux financeurs, qui reprend le total des charges nécessaires pour les missions qui nous sont confiées à partir d'une analyse précise du passé, qui, en regard, met la somme des subventions et budgets sollicités. Ce budget ne prend pas en compte le fonds d'intervention annuel, c'est-à-dire les dons, tout ce qui peut, le cas échéant, être exceptionnel, qui par définition n'est connu qu'en fin d'exercice, ne prend pas en compte non plus le résultat financier. C'est un budget qui, par construction, doit être au strict équilibre. C'est un budget, oui, qui a été arrêté par le conseil d'administration du 21 novembre 2019. Alors, ça paraît un peu curieux de parler du budget 2020 à cette période de l'année, surtout après le report en septembre. Bon, c'est une obligation qui nous est faite. Ce budget doit être approuvé par l'Assemblée générale si cette Assemblée considère que ce budget est correct. Il y a un point simplement qu'il faut souligner cette année. Il a été arrêté par le conseil d'administration du 21 novembre 2019 pour un total de produits et de charges donc identiques de 49 640 246 €, pour un résultat nul. Je soulignais tout à l'heure que ce budget n'était pas seulement un point de passage obligé, purement réglementaire pour satisfaire à des obligations, mais que c'était aussi
sous l'impulsion de la Direction générale et de la DAF, devenu un outil de gestion, en vous montrant qu'il y avait peu d'écart entre le budget 2019 et la réalité 2019. J'ai le regret de vous dire que ce sera extrêmement différent cette année, dans la mesure où ce budget, pour 2020, dans la mesure où ce budget a été voté en novembre, a été arrêté, pardon, en novembre 2019, il est parfaitement clair que nous n'avons pas pris en compte dans le budget tout ce qui concerne la crise sanitaire. Je vous ai donné quelques chiffres tout à l'heure. Vous voyez qu'ils sont importants. Il y en aura beaucoup d'autres. On verra ça l'année prochaine. Des ouvertures d'établissements, des prises en charge d'hôtels. Donc la réalité 2020 sera extrêmement différente. Je tenais simplement à le souligner pour avoir de quoi me raccrocher l'année prochaine, pour vous le dire. La résolution qui vous est proposée est la suivante. L'Assemblée générale approuve les prévisions d'exploitation pour l'exercice 2020 qui lui ont été présentées et commentées, telles qu'arrêtées par le Conseil d'administration du 21 novembre 2019 pour 44 640 246 € de recettes et 49 640 246 € de charges, soit un résultat d'exploitation nul et un résultat comptable nul. Il vous est donc demandé de vous prononcer sur cette résolution. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur ce budget dont le caractère évidemment daté ne vous échappera pas grâce aux explications de notre trésorier? Pas de questions, pas d'observations. Alors je le soumets à votre vote. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions qui se prononcent pour l'adoption de ce budget 2020? Merci beaucoup. Le point suivant appelle, comme chaque année, la fixation du niveau des cotisations, du montant des cotisations à notre association. Il ne vous est proposé aucun changement. Je donne la parole à notre trésorier. Donc aucun changement, ça veut dire le maintien des montants actuels que je me permets de vous rappeler. Pour les personnes physiques, 15 € de cotisation, pour les personnes morales, 45 €. Nous parlons bien des cotisations 2021, à partir du 1er janvier. La résolution qui vous est proposée est la suivante. Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale décide que les montants des cotisations d'adhésion à l'association pour 2021 resteront inchangés, soit 15 € pour les personnes physiques et 45 € pour les personnes morales. Y a-t-il des questions, des observations? Pas de questions. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? Qui se prononcent donc pour ces montants de cotisation? Merci. Nous contribuons donc à la modération de l'inflation. Nous abordons maintenant le point suivant qui est la ratification du don qui nous a été fait donc, par notre ancienne administratrice de cet appartement de la rue Mirac, qu'a déjà évoqué notre trésorier. Je lui redonne la parole. Je vais me borner, si vous voulez bien, compte tenu de l'heure qu'il est, à vous lire la résolution qui vous est proposée, puisque j'espère vous avoir donné toutes les informations nécessaires sur cette donation tout à l'heure. C'est donc la résolution numéro 6, conformément aux dispositions de l'article 9 des statuts de l'association. L'Assemblée générale approuve la décision prise sur le fondement de l'article 4 des statuts par le bureau du conseil d'administration du 10 décembre 2019 d'accepter la donation d'un bien immobilier situé 46 rue Mira à Paris, 18e, consenti par Madame Daniela Aïd Saïd, qui a donné lieu à acte notarié le 13 décembre 2019. Tout ça est très formel. Il nous a semblé important également d'inclure dans cette résolution que l'Assemblée générale présente ses plus chaleureux remerciements à Madame Aïd Saïd et exprime sa très profonde reconnaissance à son ancienne administratrice. Merci. Y a-t-il
question. Moi j'ai une question. Oui. Ce bien va intégrer l'actif du casque. On valorise comment et on est où? Ce bien, selon l'application des règles comptables, ce bien est valorisé pour la valeur qui figure dans l'acte de donation. Sa valeur est de 355 000 euros et ça vient donc dans les éléments d'actifs biens immobiliers. En soulignant qu'il s'agit bien de la valeur, telle qu'elle figure sur l'acte notarié, qui est donc une valeur certaine. Je ne suis pas obligatoirement sûr, en revanche, que cette valeur soit exactement celle du marché immobilier. Probablement. Ah ben c'est déterminé selon les règles que déterminent les notaires, avec une intervention en particulier. Tout ça est maintenant extrêmement organisé avec l'intervention d'administrations comme France Domaine, qui procède à des évaluations. Sans rentrer dans le détail, il est en particulier observé par les notaires dans ce cas-là. Il est en particulier observé la valeur moyenne, le montant moyen des transactions pendant une période de... Alors je veux dire 6 mois, j'en sais rien, c'est peut-être 3, c'est peut-être plus, sur ce type de bien à cet endroit. Donc c'est pas une valorisation qui est faite parce qu'on a envie de la faire comme ça. C'est une valorisation qui correspond à des règles dont je ne connais pas le détail, pardon Pascal, mais qui sont des règles d'exercice notarial. Hein, et notre notaire est particulièrement exigeant. Évidemment, puisque ça a une incidence fiscale, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est le bureau qui a été amené entre 2 réunions du conseil d'administration à accepter cette donation. La donatrice étant relativement pressée, précisément pour des considérations d'ordre fiscal. Donc elle nous a demandé de hâter le mouvement et de le prononcer avant la prochaine réunion du conseil d'administration. Voilà. C'est déjà intégré dans les comptes 2019, hein, c'est ça qui... Oui. Tout à fait. Ce sont les 300... Pardon, j'ai été obligé d'aller un peu vite tout à l'heure. Ce sont les 355 000 euros que je soulignais tout à l'heure au moment de la variation du bilan. Merci. Pas d'autres... Est-ce que tout est clair pour chacun? Alors, je mets aux voix donc cette ratification de la décision du bureau. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il donc des acceptations? Voilà, merci et surtout merci à notre donatrice de sa fidélité. Je ne sais pas si Pierre-Louis est à ce moment-là dans la salle. Non, il n'est pas là, mais c'est lui qui nous a rappelé que notre donatrice avait siégé pendant très longtemps au conseil d'administration du CASP. Elle est maintenant âgée et elle avait souhaité mettre ses affaires en ordre, comme on dit. Et c'est à ce moment-là qu'elle a décidé de faire donation de cet appartement au CASP pour qu'elle est restée très attachée. Vraiment, merci. Chers amis, avez-vous des questions avant que je prononce la clôture de notre Assemblée générale? S'il n'y a pas de questions de votre part, donc je déclare close notre Assemblée générale 2019. Vous savez que nous avions prévu dans notre ordre du jour initial de prolonger, comme nous le faisons habituellement, par une conférence débat avec un grand intervenant. Vous vous souvenez qu'en juin 2019, c'était avec le préfet Alain Régnier, délégué interministériel pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés, que nous avions eu un échange extrêmement riche. Cette année, j'avais invité en votre nom Pascal Brice, ancien directeur général de l'OFPRA, à venir intervenir devant nous pour un sujet particulièrement intéressant que nous avons un peu évoqué à l'occasion du rapport moral
qui est quelle solidarité en temps de crise. Compte tenu de la situation sanitaire, nous avons été obligés, la mort dans l'âme, d'annuler cette conférence. Pascal Brice m'a confirmé qu'il me rejoindrait à une autre occasion. Je voudrais souligner qu'il a été élu jeudi président de la Fédération des acteurs, président national de la Fédération des acteurs de solidarité. Donc cette fédération associative dont nous sommes partie prenante, qui réunit plus de 850 associations du secteur social et médico-social, donc 850 associations, parmi lesquelles l'Armée du Salut, la CIMAD, Emmaüs et également beaucoup d'autres. Il succède dans ses fonctions à Luc Gallois, qu'il n'est pas besoin de présenter. Luc Gallois qui nous avait fait l'amitié de venir en septembre dernier à Port-Royal, où nous tenions le séminaire annuel du conseil d'administration. Il avait accepté d'avoir un échange très riche avec nous. C'est vraiment aussi l'occasion de saluer ces années de présidence de la FAS, où il a su dire avec conviction, avec fermeté et avec beaucoup d'engagement personnel voilà, les positions et les demandes qui sont celles du secteur dans lequel nous travaillons. Voilà, je voulais également le remercier à ce moment-là. Merci. Je vous souhaite une bonne fin de journée, en espérant vous retrouver non pas dans un an, mais au plus tard, comme à l'ordinaire, en juin 2021.